Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir bravé ce froid glacial pour venir écouter Marcel Gégère s'exprimer sur la question de la formation des travailleurs sociaux et notamment la question de l'avenir de la formation des travailleurs sociaux. Merci Marcel Gégère d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre des rendez-vous d'Archimède à l'espace culture de l'Université de Lille 1. Alors la dernière fois qu'on s'était vu, on se tutoyait, donc je propose qu'on continue à se tutoyer dans le cadre des échanges de ce soir. Donc, une intervention courte, une dizaine de minutes. Je vais présenter Marcel Gégère, si tant est que des personnes ne le connaissent pas, et puis fixer un petit peu le cadre de l'intervention. Donc, Marcel, tu es titulaire depuis 2010 de la chaire de travail social et d'intervention sociale au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Tu as succédé à ce poste à Brigitte Bouquet, qui l'occupait depuis 2001. Alors tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Avant de prendre tes fonctions au CNAM, tu as été infirmier du secteur psychiatrique, formateur, puis directeur d'un centre d'aide par le travail pour personnes handicapées mentales, puis directeur de l'Institut régional du travail social de Montrouge et de Neuilly-sur-Marne, un IRTS. Alors, tu es docteur en sociologie, membre du laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, le LISE, membre du conseil scientifique de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, l'ANESM, qui, je le précise, est en train de se renouveler, membre de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, ONFRI, membre du conseil scientifique de l'Observatoire national de l'enfance en danger, l'ONED, membre du conseil scientifique permanent de l'EFRIS, Association internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale, dont le président est intervenu la fois dernière dans le cadre des conférences d'Archimède. Et enfin, mais j'en oublie certainement, membre du Conseil supérieur du travail social, le CSTS. Alors, un parcours professionnel, je tiens à le souligner, qui couvre à la fois le secteur social et le secteur médico-social. Le domaine de la formation est celui des terrains professionnels, mais également celui de l'ingénierie et de la recherche. Alors, tu es quelqu'un de très actif. Je ne veux pas dire par là que les autres ne sont pas actifs, bien sûr, mais tu écris et tu publies avec un rythme particulièrement soutenu, seul ou avec d'autres. Alors, pour ne parler que de quelques-uns de tes ouvrages, je n'en citerai que 5. Donc le premier, Rénover l'action sociale et médico-sociale, histoire d'une refondation, donc paru en 2005, que tu as écrit avec Jean-François Bauduret, et dans lequel vous revisitez le texte refondateur de l'action sociale et médico-sociale, c'est-à-dire la loi du 2 janvier 2002, afin de faciliter sa mise en œuvre et de repérer l'incidence de ce cadre législatif et réglementaire sur les professionnels, les bénévoles, les acteurs et décideurs de terrain. Deuxième ouvrage, l'articulation du sanitaire et du social, travail social et psychiatrie, paru en 2006 chez Duno. Voilà ici un ouvrage que j'ai trouvé particulièrement précieux, car il a fait écho avec force dans mon espace professionnel et parce qu'il m'a permis de comprendre un certain nombre de réalités, de mécanismes assez subtils opérant dans les dispositifs qui associent sanitaire et social, comme certaines maisons des adolescents, par exemple, pour ne parler que d'elles. Troisième ouvrage, Guide du secteur social et médico-social, profession, institution, concept. Alors là, on a affaire à un véritable best-seller. La 7e édition est parue en 2011. Donc il s'agit d'un guide dans lequel tu proposes une synthèse des principaux dispositifs et concepts clés de l'aide et de l'action sociale. Quatrième ouvrage, Manuel de direction en action sociale et médico-sociale, paru en 2011, un ouvrage auquel tu as contribué avec entre autres Francis Batifoulier, Gilles Bouffin, Brigitte Bouquet. Donc un ouvrage qui s'appuie sur une réalité. Dans les années à venir, une nouvelle génération de dirigeants va prendre la succession de nombreux directeurs qui vont partir en retraite. Et cette nouvelle génération va devoir se hisser à un niveau de complexité de gestion des structures jamais égalé. C'est de ce basculement générationnel dont il est question dans cet ouvrage,
et de nouvelles pratiques de direction et de gouvernance en action sociale et médico-sociale. Et enfin, cinquième ouvrage que j'ai choisi dans le panel assez important des ouvrages qui ont été écrits par Marcel Gégère, Usagers ou citoyens, point d'interrogation, de l'usage des catégories en action sociale et médico-sociale, paru en 2011, je suppose que c'est le dernier ouvrage paru aujourd'hui. Donc un ouvrage intéressant qui porte sur les pratiques de catégorisation servant à désigner et classer l'autre ou les autres, des idiots, imbéciles, débiles d'hier, aux SDF, gens du voyage, handicapés psychiques d'aujourd'hui, en passant par les personnes relevant des annexes 24 DI, 24 bis et 24 ter. Un ouvrage qui porte également sur les limites de ces catégories et sur la façon dont les usagers eux-mêmes se les approprient ou, au contraire, s'y opposent. Je pense particulièrement à ceux qui refusent les droits auxquels ils peuvent prétendre, pratique identifiée dans cet ouvrage sous le vocable non-demande sociale ou encore non-recours aux droits. Voici pour les ouvrages, juste deux revues dont j'aimerais vous parler et dans lesquelles Marcel Gégère a travaillé, a produit. Donc la première, le numéro 3/2011 de la revue Vie sociale, intitulé Recherche et travail social, que tu as coordonné avec Brigitte Bouquet, dans lequel tu présentes quelques recherches effectuées ces 5 dernières années dans le cadre du master de recherche pour le travail social ouvert au CNAM. Et puis à signaler enfin le dernier numéro du sociographe, le numéro 37, intitulé Cause toujours de la parole dans le travail social. Donc tu proposes là un bien bel article, je pense, dans lequel tu écris très clairement que s'il est important de traduire sa pensée par des écrits construits, il reste que la spontanéité qui caractérise la parole orale demeure également très précieuse en travail social. Il s'agit là d'une réhabilitation de l'oral, d'une certaine manière, par rapport à l'écrit qu'on a tendance à survaloriser, voire peut-être même à sacraliser. Voilà, j'ai amené quelques-uns des ouvrages et les deux revues citées, à savoir Vie sociale et Le sociographe. Si des personnes sont intéressées, elles pourront les consulter après la conférence. Voilà, après ce tour d'horizon qui nous a permis de lever un coin du voile sur quelques étapes de ton parcours et sur quelques-uns de tes travaux, tour d'horizon très général et sans prétention à l'exhaustivité, bien entendu, nous allons aborder maintenant le sujet de la rencontre de ce soir que nous avons intitulé « Les formations en travail social, l'avenir du modèle français ». Très vite et sans vouloir empiéter sur le contenu de ton intervention, quelques chiffres pour donner un ordre de grandeur et pour situer un peu le cadre général. La formation en travail social, c'est 14 diplômes allant du niveau 5 au niveau 1, donc distribués selon une amplitude très large. C'est aussi environ 350 établissements de formation de travailleurs sociaux, répartis sur toute la France et en Outre-mer, pour un effectif total annuel, si mes sources sont justes, d'environ 50 000 étudiants. Venons-en maintenant aux questionnements qui fondent la rencontre de ce soir. Il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations, en effet, au sujet de l'appareil de formation relevant des affaires sociales en France, des interrogations dont certaines inquiètent d'ailleurs Pierre Gauthier, président de l'UNAFORIS, Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale, intervention que je livre ici de manière un peu désordonnée. Interrogation que je livre ici de manière un peu désordonnée. Donc des interrogations au regard déjà du flou qui caractérise les frontières entre professionnels qualifiés, professionnels non qualifiés, ce qu'on appelle les faisans fonction, et les non-professionnels, c'est-à-dire les bénévoles et ceux que l'on appelle aujourd'hui les aidants familiaux. Interrogation au regard d'un modèle de formation franco-français dans lequel les enseignements théoriques en travail social pour certaines formations post-bac, et là je pense particulièrement à la formation d'assistants de service social et d'éducateurs spécialisés, ne sont pas dispensés par l'université. C'est quand même une particularité franco-française. Des interrogations également au regard d'un environnement littéralement bouleversé durant ces 10 dernières années à cause du transfert du financement de la formation au travail social aux conseils régionaux, à cause de l'inscription dans le processus de Bologne, à cause de l'évolution de la législation sur la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne la délivrance des diplômes par voie traditionnelle, qui se voit concurrencée depuis 2002, concurrencée entre guillemets, par la validation des acquis de l'expérience.
Interrogation encore au regard d'une compétition accrue dans un contexte de dérégulation entre les écoles et certaines universités, notamment avec l'ouverture de licences professionnelles en travail social et autres masters, travail éducatif et social par exemple. Interrogation encore au regard du projet de mise en place en France des EPAS, les hautes écoles professionnelles pour l'action sociale, à l'instar de la Suisse et de la Belgique par exemple. Interrogation encore au regard des terrains professionnels qui appellent de leur vœu à ce que soit davantage reconnue leur participation à la formation et à la professionnalisation des futurs travailleurs sociaux, tout en peinant parallèlement pour garantir la gratification financière des stagiaires qu'ils accueillent en leur mur. Je suis bien placé pour pouvoir en parler. Interrogation également au regard des débats animés portant sur la recherche en, sur, pour, par le travail social, je ne sais plus, mais renvoyant, ça je le sais, dos à dos les tenants d'un travail social assujetti à la sociologie, à l'ethnologie, à la psychologie, et les tenants d'un travail social producteur de son propre savoir, et que l'on pourrait considérer alors comme une véritable discipline. Enfin, interrogation au regard d'un cursus de formation au travail social sans doctorat, pour l'instant, mais qui pourrait bien naître en son sein, mais qui pourrait voir naître en son sein un doctorat professionnel, un peu comme une singularité de plus, un dernier rebondissement dans le paysage de la formation-qualification des travailleurs sociaux en France. Voilà donc tout un faisceau de questions, de sujets, et il y en a d'autres, qui viennent interroger directement et indirectement l'avenir des formations en travail social et auxquels tu apporteras probablement des éléments de réponse tout au long de ton exposé. Je te cède donc maintenant la parole. Merci. Des réponses, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je vais essayer de faire, c'est de rendre compte des débats qui ont lieu aujourd'hui autour de la formation. D'abord, à titre d'introduction, l'intitulé est ce qu'il est, mais je dois dire que ça aurait été mieux de mettre des guillemets au mot modèle, parce que je partirais plutôt de l'idée que pour ce qui est de la France, on n'est pas avec un modèle français. On est dans une configuration qui est assez singulière. On veut dire que c'est pas un modèle, c'est une situation, parce que la notion de modèle supposerait une rationalité établie. Or, c'est un des problèmes que l'on a, c'est que au fur et à mesure de l'histoire des formations sociales, finalement, se sont juxtaposées un certain nombre de conceptions parfois hétérogènes, et on a un problème central d'abord, qui est un problème de régulation et même de réflexion sur la cohérence de ce que pourrait être une politique de formation en matière de travail social. Donc le mot modèle me paraît pas tout à fait adapté, mais ça on pourra en discuter. Et puis ce que je peux dire également dans cette introduction, c'est que les échanges que nous allons avoir, ils ont lieu à un moment assez charnière. Alors, tu évoques des dossiers qui sont, on l'espère, qui vont se clarifier. C'est la question de l'avenir de l'appareil de formation, des plateformes de recherche-formation. C'est celle du doctorat, et on verra que c'est assez complexe, et donc cette approche des formations sociales, il faut la mettre en perspective par rapport à plusieurs enjeux que je vais d'emblée rappeler, même si ça tombe sous le sens. D'abord, il y a des enjeux politiques qui consistent à s'interroger sur la contribution du travail social à la connaissance, à la production de connaissances et à la diffusion de connaissances. Une des caractéristiques du CNAM notamment, c'est ce qui est intitulé dans ses statuts, c'est présenté comme ça, diffusion de la culture scientifique. Au-delà de cela, il y a un lien bien sûr très étroit entre formation et recherche, mais il y a un lien également très étroit entre la façon dont on réfléchit les conditions de production de la connaissance et de sa diffusion avec les orientations des politiques publiques. En particulier, j'ai écrit un article avec Michel Chauvière là-dessus, même si on n'est pas d'accord sur tout, on est au moins d'accord sur une chose, c'est de souligner la place de l'expertise
l'expertise dans une démocratie ou dans ce qui pourrait être une démocratie, ce qu'on appelle démocratie consultative. Et on remarquera d'ailleurs que c'est ce qui explique que le dossier déjà ancien du doctorat en travail social est porté avec un peu plus de bonheur, c'est parce qu'il y a une interrogation déjà du point de vue des politiques publiques là-dessus, et j'en veux pour preuve un rapport, ce qu'on appelle le rapport Morel, qui est donc de l'inspection générale des affaires sociales sur cette question de l'expertise. On a en tête évidemment les enjeux autour des diplômes supérieurs professionnels du travail social, en particulier le DIS, mais il y aurait à réfléchir même d'ailleurs non seulement sur la façon dont la formation des professionnels de terrain évolue ou s'organise, mais également les besoins en termes justement de connaissances du point de vue de la nouvelle organisation de l'État. Ce qui est assez frappant aujourd'hui, c'est que on voit se développer une culture du schéma, des observatoires, des conseils, des agences, des autorités administratives indépendantes, toutes instances, si vous voulez, qui font une espèce d'appel à de la compétence. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'un certain nombre de masters se sont développés. C'est un enjeu politique qui mérite d'être discuté, parce que au-delà de l'appel à l'expertise, se pose la question de la capacité du travail social à se positionner en conservant la référence à ses valeurs, et donc dans une approche critique, tout en apportant des compétences qui témoignent de sa capacité aussi à apporter, à avoir une utilité sociale, ou en tout cas, pour le dire de manière peut-être encore plus directe, l'enjeu politique pour la formation et pour la recherche en travail social, il tourne autour de la question de la légitimité. Et donc, il faut bien comprendre cela, et c'est ce qu'on explique aux étudiants quand on leur parle de la loi du 2 janvier 2002. Les années 2000 sont des années de traitement de cette crise de légitimité, et au-delà de la valorisation du travail social, c'est ça qui se joue. Mais du coup, ça pose un problème de positionnement aux travailleurs sociaux, parce que, bien entendu, il y a à la fois l'interpellation du politique, il y a la réalité des problématiques des personnes en difficulté, mais il y a aussi les valeurs que l'on entend défendre. Donc ça, d'abord, c'est un enjeu politique fort. Se croisent en même temps des enjeux épistémologiques, parce que quand on parle de la particularité des formations sociales, c'est pas vrai d'ailleurs que des formations sociales, parce que pour les formations paramédicales, on a bien sûr les mêmes réflexions. On peut dire qu'au-delà des constructions binaires qui nous sont habituelles entre la théorie, la pratique, le savoir, le savoir-faire, il y a une réflexion aujourd'hui sur la pluralité des types de savoir et la pluralité des types de pratiques et d'organisation, et qui nous interroge en termes non seulement d'utilité du savoir pour la pratique, c'est ça qui fonde le principe de la formation théorique pour les travailleurs sociaux, mais c'est tout un ensemble de thématiques où l'on aborde la question des savoirs procéduraux, des savoirs pratiques, des savoir-faire, et bien entendu, du coup, ça oblige, à travers la question de l'alternance, ça oblige à repenser ce qui, pour nous, faisait partie d'une représentation bipolaire de la formation théorique, formation pratique. Ça a des enjeux énormes, y compris sur la question du doctorat, j'y reviendrai, parce que là je te reprendrai sur un truc. On est bien dans la question d'un doctorat, on peut dire, d'un doctorat qui consiste à valoriser justement cette expertise des travailleurs sociaux, et puis c'est les savoirs qui leur sont propres. Mais il y a un débat derrière qui distingue le doctorat professionnel et le doctorat professionnalisant. Et derrière cette distinction de jésuite qu'on a pas du mal tout de suite à apercevoir, derrière ça, il y a la question que tu évoquais, de la reconnaissance du travail social comme une discipline à part entière, comme discipline académique, et le niveau d'impact d'une approche professionnelle ou professionnalisante sur la façon de concevoir la formation théorique des travailleurs sociaux. Donc là, ce sont des enjeux qui sont très importants, et bien entendu qu'on est dans une période, ça
tu as écrit beaucoup là-dessus, de mise en place de la validation des acquis de l'expérience, et la question de la production du savoir par la pratique, ou de la reconnaissance du savoir produit par la pratique, évidemment, a un lien direct avec cela. Je reprends souvent, d'ailleurs, la distinction qui est faite par François Julien entre le savoir connivant et le savoir connaissant, parce qu'il explique, dans la philosophie du vivre, il explique qu'il y a une entrée, bien sûr, par l'activité de connaissance spéculative, qui permettent de donner des clés de compréhension du réel, mais il y a une autre entrée qui tient compte de la proximité avec les personnes dont on s'occupe, et il évoque dans l'expression de savoir connivant l'étymologie du verbe connivérer, qui est s'entendre en clignant des yeux, et donc la connivence, c'est ce qui permet d'essayer d'approcher l'implicite, l'infra, il donne comme exemple d'ailleurs le vigneron, qui est dans le savoir connivant, c'est-à-dire qu'il n'a pas toujours en capacité de décrire exactement ce qu'il fait. Donc, dans les débats que l'on a parfois en termes de désir, d'affirmation de soi et de reconnaissance sur université, centre de formation professionnelle, sur savoir théorique, savoir pratique, il y a certainement une réflexion à faire sur le lien entre ces différentes formes de savoir, puisqu'il ne s'agit pas non plus d'opposer les choses. Ces débats, ces enjeux politiques et épistémologiques, ils sont à l'origine de deux autres types d'enjeux. Il y a des enjeux institutionnels, c'est-à-dire que va devenir l'appareil de formation en travail social, comment peut s'organiser une recherche en dansure, etc., on en parlera, quel est le statut des formateurs, quel est le niveau de compétence attendu des formateurs, comment on va les positionner, y compris au vu de ce qu'est aujourd'hui l'université. Donc il y a des enjeux institutionnels, et puis il y a des enjeux sociaux en termes de valorisation des statuts, d'impact de la certification sur l'emploi, puisque si on parle de modèle français, c'est une des caractéristiques de ce modèle, c'est qu'on part du postulat que la formation, donc la certification, est finalisée par la question de l'emploi. Mais quand je présente les quatre enjeux politiques, épistémologiques, sociaux, institutionnels, il y en a un qui n'apparaît pas, je ne sais pas d'ailleurs quel adjectif lui accoler, mais qui est en lien direct avec les finalités de l'action sociale et médico-sociale. Ce n'est pas une pétition de principe que de dire que tous les débats qu'on peut avoir sur la formation des travailleurs sociaux ont un enjeu qui va au-delà de la question des statuts, au-delà du positionnement des professionnels, mais qui pose la question des effets produits par tel ou tel choix ou telle conception de la formation du travail social sur les personnes qui sont censées en bénéficier. Je n'utilise pas les termes d'usagers, de clients, de peu importe. Au-delà de cela, il y a quand même une interrogation légitime à avoir sur l'impact des débats que nous avons sur les publics concernés. Je dois dire que là, c'est quand même un des points noirs. C'est un peu bête de démarrer une conférence par les points noirs, mais enfin, il y a quand même un point noir sur ces questions-là, qui est la question de l'évaluation, dont je ne suis pas d'ailleurs un partisan à tout craint, mais en tout cas, il y a un problème. Il y a un problème de la question du retour ou de l'appréciation, non pas du degré de satisfaction des étudiants, mais du degré de l'impact que cela peut avoir sur les usagers. Et je le dis parce que je refais mon lien avec la question du travail social, c'est que j'ai dirigé un IRTS, mais avant j'ai dirigé Buc Ressources, qui était l'école d'éducateurs spécialisés de Versailles. Et donc, non seulement j'ai dirigé, mais j'étais formateur, j'y ai passé 18 ans quand même, donc je le signale au passage, mais ça n'a pas d'intérêt en soi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des modèles très différents. J'ai donc été dans une école d'éducateurs qui était très référée à une culture professionnelle éducative et qui ne voulait absolument pas conventionner avec l'université, ce qu'on a quand même fait au moment où la situation budgétaire nécessitait d'avoir d'autres approches plus ouvertes, et donc on s'est tourné notamment vers Paris 10 Nanterre pour le DSTS de l'époque, tardivement, après tout le monde. Donc il y a quand même, j'ai connu ce système-là, qui n'était pas exactement un monofilière, mais enfin qui était quand même pas à des kilomètres du monofilière, et j'ai connu l'IRTS
tel que Christian Bachmann l'avait conçu, avec un modèle complètement différent et une double certification, diplôme d'État, AS, JE et ES d'une part, et licence AES d'autre part. Donc j'ai connu les deux systèmes. Mais la question qui se pose, et je disais souvent ça aux autorités, notamment à l'administration centrale, je disais, mais dites-nous ce qu'il faut faire, un petit centre ou un gros centre, et dites-nous comment on pourrait montrer qu'il y a une différence du point de vue des étudiants qui sortent de l'une ou l'autre par rapport aux personnes accueillies. Qu'est-ce que ça produit ? Alors dire oui, alors si vous sortez, un étudiant sort avec un diplôme d'État et une licence AES, on peut penser qu'il sera assez rapidement cadre. C'est l'hypothèse. Mais en réalité, vous sortez des éducateurs de centres de formation qui sont de conceptions radicalement différentes, et tout se passe comme si, de toute façon, ça n'avait pas... C'est possible en plus, hein. Je n'exclus pas l'hypothèse, ce qui est quand même un vrai problème, ça n'exclurait pas l'hypothèse que ça n'a pas d'impact, enfin, ça a un impact en termes de différence, mais pas en termes d'incompatibilité ou de différence. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, à force de recasser les pieds, que la DGCS m'a confié l'animation du groupe de travail sur les liens entre formation professionnelle et formation universitaire, en nous disant, vous débrouillez, mais vous nous rendez un rapport au mois de juin, vous dites comment on pourrait imaginer, en tout cas, de savoir le plus, je vais dire la plus-value, moi, vous pouvez mal voir, mais en tout cas le plus apporté par un conventionnement ou une absence de conventionnement. Donc c'est pour ça que quand je dis qu'il n'y a pas de modèle français, c'est qu'on est devant un système qui n'est pas nécessairement très lisible et qui pose un problème. Alors pourquoi il y a quand même modèle ? C'est vrai qu'il y a un ancrage historique dans le secteur professionnel. Il y a une décision qui a été prise. La décision a été prise par le législateur le 30 juin 1975, puisque la formation des travailleurs sociaux a été inscrite dans la loi relative aux institutions sociales et médico-sociales. Et le rapporteur du projet de loi à l'époque, Pierre Weber, il dit... il prend acte de ça, il dit contrairement à ce que suppose un certain nombre de commissaires de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'article en question, donc de la loi 75, ne traite point de l'enseignement dispensé dans les établissements, mais de la création et de l'extension des centres de formation. L'article a fait l'objet d'une longue discussion en commission, c'est ce qu'il dit. Ce serait intéressant, enfin, il y aurait des thèses à travailler là-dessus. Certains ont fait valoir à tort qu'il ne convenait pas de retirer à l'éducation nationale une formation qui devait rester dans le cadre scolaire et universitaire. Donc il y a eu une bagarre en 1975 qui a été tranchée et dont d'ailleurs le choix a été reconfirmé. Et certains dans la salle ont participé à ça, a été reconfirmé au moment de la loi du 29 juillet 1998, qui est la loi de lutte contre les exclusions. Et à l'époque, j'étais au bureau du GNI, j'étais de ceux qui étaient plutôt favorables au fait qu'on parle de la formation des travailleurs sociaux à l'intérieur d'une loi dite sociale. Donc ça, on va dire, c'est une des caractéristiques fortes. On peut dire aussi qu'il y a 14 diplômes dans le code de l'action sociale et des familles, et c'est souvent l'objet un peu de discussion avec des collègues du CSTS, où la position parfois est de dire c'est 14 diplômes et c'est pas un de plus. Hein. Donc là, on a vraiment... Mais en même temps, il y a un calage... tout à fait important pour la situation, la pérennisation du travail social et de ses formations. Mais ceci se fait quand même dans une situation qui est tout à fait singulière, et je voulais insister sur 4 points assez rapides. D'abord, un point qui c'est quand même assez étonnant. Non seulement on se fait remarquer à l'étranger par notre façon de concevoir la formation des travailleurs sociaux, mais même du point de vue de l'implication des différents ministères, on est sur des systèmes qui se juxtaposent et qui ne fonctionnent pas de la même façon. Les formations des assistants de service social relèvent des affaires sociales. La formation des CESF relève de l'éducation nationale, puis avec l'année qui fait que c'est une année concernant le travail social. Mais vous avez 4 formations qui relèvent d'une compétence conjointe et pour lesquelles, d'ailleurs, le diplôme est délivré par l'éducation nationale. Enfin, 4 parce que je mets les CESF dedans, mais je pense aux éducateurs, aux moniteurs éducateurs, aux éducateurs techniques spécialisés. Autrement dit, quand on
évoque le montage actuel avec la décentralisation, c'est-à-dire les conseils régionaux qui ont une place tout à fait importante et centrale là-dedans, mais également l'échelon de l'État, on voit comment au niveau de l'État, d'une certaine façon, il y a une régulation qui est plus ou moins faite par la Direction générale de la cohésion sociale à travers les orientations nationales, mais n'empêche que les interlocuteurs sont différents et quand on aborde la question des liens avec l'université, on a aussi à gérer cette multiplicité d'approches.